Ça y est, on est arrivé. Le soleil, la mer, les palmiers, le désert, les dromadaires. Alors c'est ok la smala? Moi, c'est Pierre. Et moi, c'est Violaine. Moi, je m'appelle Valentin et j'ai 11 ans et demi. Et moi, Fontane et j'ai 6 ans et demi. Moi, je m'appelle Elliot et j'ai 4 ans et demi. Mais il en manque un. C'est bon, j'arrive. Et moi, c'est Willy, j'ai 18 ans. C'est parti? Alors en route la smala pour le Maroc. Bonjour Abdou, moi c'est Violaine. Dès notre arrivée à l'aéroport, nous faisons la connaissance d'Abdou qui sera notre chauffeur durant tout le séjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue au Maroc. Le chaleureux accueil d'Abdou nous confirme qu'ici, un invité est un don de Dieu. Nous voici donc au royaume du Maroc, à Agadir, situé sur la côte atlantique. Cette ville moderne a été entièrement reconstruite après le tremblement de terre de 1960 et est devenue le premier centre balnéaire marocain. Il faut dire que le climat éternellement tempéré et les nombreux hôtels qui longent la baie bordée d'une plage de sable fin de 6 km en sont ses principaux atouts. Les enfants sont ravis. Et pour récupérer du voyage, on aurait tort de s'en priver. Il est temps pour nous de retrouver Abdou et sa voiture pour découvrir le pays. En route pour des nouvelles aventures. Direction Ouarzazate, première escale avant le désert. Moi, je me suis trouvé Mathieu. Avec seulement 2 heures de décalage horaire, les enfants sont en pleine forme. Sur la route, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. À commencer par ce drôle de spectacle. Tiens, les chèvres, ça pousse sur les arbres ici. Effectivement, les chèvres sont prêtes à tout pour assouvir leur gourmandise, car elles raffolent des fruits de l'arganier. De cet arbre, on fabrique l'huile d'argan réputée pour ses multiples vertus. C'est dans la coopérative de la Palmeraie de Tiout que nous assistons à sa fabrication. Dur labeur quand on sait qu'il ne faut pas moins de 30 kg de noix pour produire un seul litre de cette huile très précieuse. Pour visiter la Palmeraie, les enfants du coin nous proposent une balade à dos d'âne. C'est là que nous rencontrons Omar. C'est taxi berbère, jamais d'accident, jamais de l'assurance. Le nom de berbère, il s'appelle Arioul. Quoi? Il s'appelle Arioul. Arioul. Oui, c'est le berbère, le nom de berbère. Arra, c'est avance. Arra, avance. Arra. Quand j'étais sur l'âne, ça faisait un peu drôle. Des fois, il s'arrêtait d'un coup et il voulait plus avancer. Arra. Omar est un enfant du pays et Tiout n'a pour lui aucun secret. Ça, c'est la Casbah. Elle appartenait à qui, cette Casbah? La Casbah de le Pacha. Haj Mohamed Tiyouti. Et le Pacha, il est mort en 1956. Quel était son rôle? Il commande la région d'ici, avant. Et maintenant, le Pacha n'a plus d'autorité sur la région. Maintenant, Non. il y en a la commune et le cheikh. C'est comme le maire. Oui, comme le maire. Et après, le commandant suprême, c'est le roi. Voilà, le roi. Mohamed VI. Il est très très gentil, Mohamed VI. Très gentil, sûrement. De toute façon, il est interdit d'en dire du mal. Cette oasis n'est pas un mirage. Ici, la terre est fertile. Luzerne, blé, oranger, tout pousse. Une sorte de corne d'abondance aménagée et respectée par les gens qui vivent là. On se sent tout de suite calme, paisible, en complète harmonie avec la nature. Yallah. On arabe, yallah. Omar, qu'est-ce que c'est ici? C'est les bassins d'irrigation. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est pour régler l'oasis. Il y en a le château à côté de la source pour boire, l'eau portable. Et ça, c'est pour régler l'oasis. Et ils sont là depuis longtemps? C'est le Pacha qui travaille les bassins en 1945. Ah, ça fait du bien. Tiens, un visiteur. C'est un speed, une tortue. Il faudra appeler Speedy.
Elle a peur de sa tête. Elle est passée de l'autre côté. Comment tu vas? Nous poursuivons notre périple à travers des paysages tous plus beaux les uns que les autres. On en a plein les yeux. Notre regard est sans cesse à l'affût du moindre détail, comme cette inscription à flanc de montagne, Dieu, la patrie, le roi. Ou encore ces portes au milieu de nulle part, qui ouvrent le passage sur une nouvelle province. Un drôle de bruit nous oblige à faire une halte à Taznacht. Oh, il y a des gouttes. Le hasard fait bien les choses. Taznacht, c'est la ville du tapis. Très gentiment, on nous propose de venir voir la maman qui travaille encore de manière traditionnelle, puis on nous offre le thé à la menthe, et voilà comment on se retrouve embarqué dans une technique de vente bien rodée. Vous avez des moutons? Oui, le premier travail, c'est carder. Ce sont que les femmes qui travaillent. Dans tout le Maroc, le travail, les tapis sont travaillés uniquement par les femmes. Ça fait plaisir de montrer parce que jamais une pièce qui ressemble à l'autre. Hein. Ça, c'est dans les tapis berbères. Ça, c'est 3 techniques de travail, c'est tissé, noué et rebrodé. Là, c'est l'œil, ce qu'on appelle la baraka et la chance, le contre-mauvais le porte-bonheur qui protège le tapis et la famille. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Ici, au milieu, ça représente l'architecture de la Casbah. Et ici, c'est des palmiers à côté. Et c'est teinté avec l'indigo. Sur celui-là, ça représente le chiffre 5. C'est la main de la Fatima. Le symbole aussi de ce qu'on appelle le porte-bonheur. Bon, tous ces tapis sont très jolis, mais j'ai comme un creux. Bonne idée, si on allait manger. Abdou, Oui, on peut pas acheter la viande directement au restaurant, il faut venir à la boucherie. oui, il faut venir à la boucherie pour acheter des avions qui est très bien, de haut niveau. Et ensuite De on va qualité. au restaurant et on fait Et cuire. oui, on va faire des grillades. D'accord. Et ça se passe comme ça. Les gens ils Oui. font comme ça ici. Oui. Et 10 minutes plus tard, c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à apprendre la meilleure façon de manger le tagine. On mange les légumes comme ça. Ça, c'est la méthode marocaine. Alors, les légumes Comme ça. avec le jus. Après on se brûle. En sandwich, c'est bon aussi. Pour ce qui est du coup de rosé, Walou, eau plate et thé à l'amande de rigueur. La voiture est réparée, tout le monde s'est régalé, alors on peut redémarrer. Les montagnes enneigées de l'Atlas nous accompagnent tout au long de la route. Ouarzazate, nous voilà. Ouarzazate, un nom qui fait rêver. Et pourtant, ce n'est qu'un vaste carrefour, une ville de passage. Ultime témoignage d'un passé qui peut encore nous émerveiller, la Casbah Taouirt. La ville s'est développée à vue d'œil grâce à l'industrie du cinéma. Ce qui explique la présence de nombreux hôtels de luxe dans lesquels on retrouve d'ailleurs des éléments de décor ayant servi à des tournages. On y croise par ailleurs des réalisateurs, des acteurs ou des producteurs comme Massimo. Qui a eu l'idée initialement de créer ces studios? Je pense, les premiers films, on m'a dit qu'ils étaient tournés en 1930 ici. Ici à Ouarzazate. Ici dans ce... Mais ce que je me rappelle, c'est Lorenzo Dall'Appia. Il y a 40 ans maintenant. Mais quelle est la raison qui fait que les gens viennent tourner ici? Les endroits sont spectaculaires. Et quand on doit tourner des films mythologiques, historiques, c'est très facile parce que rien n'est changé ici. À part que tout le monde a les paraboliques, mais on l'enlève, et puis on l'a remis. C'est très facile parce que l'endroit est parfait et le coût est vraiment très bas. C'est facile de trouver les figurants qui sont très très à bon marché et les hôtels, ou dehors de Noël et Pâques, fait des prix incroyables. Effectivement, un tournage au Maroc représente pour les producteurs une économie d'environ 60%. C'est pourquoi il y a 20 ans, des studios ont été construits à la sortie de la ville.
Les Diamants du Nil, c'est le premier film qui a été tourné dans les studios de l'Atlas, et plus récemment Astérix. T'as vu, Fontaine, il a des gros pieds celui-là. Ça doit être au moins du 240. Ce qu'ils ont tourné ici, c'est une partie de film Gladiateur. C'est aussi un grand film. Il a été tourné en 99. Ridley Scott. Et cet endroit, c'était comme un souk des esclaves. C'est leur fait Astérix de nous libérer. Oui. Pourquoi ils les gardent, les décors ici? Ça peut resservir à chaque fois. Ça coûte un peu moins cher. Et les décors sont la propriété des studios? Ouais, c'est dans le contrat. T'as vu, Will? Je suis trop fort. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Ah, je suis Astérix. Ah. Tiens, voilà un cow-boy. Ça me rappelle un film de Mel Brooks. Ou Elsa Poppins, tu sais, quand tous les décors se mélangent. Au loin, nous apercevons Jérusalem reconstituée. Mais il est interdit d'approcher. Ridley Scott tourne, dans le plus grand secret, un film sur les croisades. Vous tournez dans un film ici sur les studios de l'Atlas? Oui, là-bas dans cette cas-là. À Jérusalem. À Jérusalem, ouais. Ouais. Vous tenez quel rôle dans le film Des figurants, mais des figurants spéciaux. On est toujours derrière l'acteur. D'accord. Mais vous n'avez pas de texte? Non, des fois, ça dépend. Et vous êtes combien de figurants là dans le film? On est nombreux, il y a 700 militaires minimum. Oui, donc c'est une grosse production. Une grosse production, ouais. Et vous êtes bien payé pour faire ça? Disons bien, C'est bien. Comment vous avez fait la première fois pour être figurant dans un film ou être comédien? Moi j'étais avec des amis à Guilise, à Marrakech. On se baladait et il y avait un qui travaillait avec la production des films. Et ils m'ont proposé. Ils ont vu que tu avais un beau costume qui pourrait bien aller dans le... À chaque fois, ils me donnent un costume, un rôle. nouveau costume. Ouais. Ah bon, c'est pas ton vêtement habituel, ça? Non, c'est pas. Non, pas du tout. On comprend que les tournages se fassent aussi en extérieur, tant les décors naturels s'y prêtent. Nouvelle porte pour descendre plus au sud. Dans ce désert de pierre qu'on appelle le Hamada, on croise de drôles de bêtes. C'est un crocodile. Ce sont les lézards épineux. Waouh, qu'est-ce qu'il est joli. Tiens-le comme ça. J'espère qu'il va pas mourir. Bon, non, il ne fait rien du tout, c'est gentil comme tout. Faut pas lui tirer la queue, c'est tout. Regarde. Oh là là, il en a orange. C'est là, ça guérit des gens contre de l'asthme. Des vertèbres de requin. Et celui-là? Tu veux le manger? Non, merci. On va manger ensemble dans le tagine. Viens. Qui est le plus joli, moi ou l'iguane? Le plus joli que moi. Bisous. Ne jamais se fier aux apparences. Dans ce sud que l'on imagine désertique, se cache un étroit cordon vert. C'est la vallée du Dra, une série d'oasis qui s'étend sur 200 km au fil de la rivière le Dra, qui arrose de très nombreux villages. Plus de 80 000 personnes vivent ainsi dans cette vallée luxuriante. Nous arrivons enfin aux portes du désert. La chaleur commence à se faire sentir et nous sommes heureux d'arriver à l'hôtel. La ville de Zagora s'est développée autour d'une seule rue, bordée de boutiques, de garages et de cafés. La chaleur est écrasante. Pourtant, la rue est animée car aujourd'hui, c'est le jour du marché. On y croise beaucoup de femmes que nous voyons pour la première fois voilées de la tête aux pieds. Oh, il est tout petit le bébé. Comment il s'appelle? Assia. Elle est pas trop cheveux. Elle s'appelle comment? Tic. Les paysans de la région qui viennent vendre leurs bêtes s'amusent de voir nos enfants caresser tout ce qui leur passe sous la main. Nous décidons de prendre la piste pour faire un petit tour dans les environs. Nous arrivons à Tamgrout, un village qui date du XVIIe siècle. Partout, on buvait du jus d'orange pressé. C'est drôlement bon et c'est pas cher.
En revanche, pour nous occidentaux, mieux vaut éviter les glaçons, si on ne veut pas avoir de problèmes intestinaux. C'est ce que nous conseille Mohamed avant de nous conduire dans ce qu'il appelle la casbah souterraine. Et on tourne là, on va tout droit. Mais tout droit, c'est fermé tout droit. Et ben d'un coup, c'est le labyrinthe. Voilà. Ah, et on n'y voit plus rien. Voilà. La profondeur de ces maisons-là, c'est 15-16 mètres. Et là, les moyennes familles dans les villages, c'est vivre à 8, 9, 10 personnes qui vivent dans une maison. Là, la première cour en bas, c'est pour les invités et tout ça. Le deuxième étage, c'est les chambres. Et le dernier étage, on voit la cuisine traditionnelle. En plein air, pourquoi? C'est donc là, toute la plupart font la cuisine avec du bois qu'ils ramassent dans la palmeraie. Cette casbah date de quelle époque? La casbah ici, ça date du XVIIIe siècle, mais quand il pleuve, ça abîme un petit peu les endroits comme ça qui sont moins construction avec du bois, de la terre et de la paille. Mais quand il pleuve, chaque année, on l'entretient avec de la terre et de la paille aussi. Voilà. Oui, c'est entretenu. Entretenu chaque année, on l'entretient quand il pleuve, voilà. Il y a combien de personnes qui vivent dans la casbah? Là, dans le quartier qu'on est maintenant, c'est habité à peu près pour 1200 personnes qui vivent ici dans la casbah souterraine. Il y avait plein de couloirs. C'était joli, mais ça sentait pas très bon. En fait, Mohamed est potier. Tamgrout est d'ailleurs réputé pour ses poteries de couleur verte, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Pour fabriquer la poterie de Tamgrout, c'est avec la terre glaise, c'est ce qu'on cherche dans la palmeraie de 5 mètres profondeur sur la terre à côté de la rivière de Dra. On le ramène jusqu'ici, on le mouille avec de l'eau, il devient une terre très élastique, glaise. Et comme ça, on pratique de doigt avec un tour traditionnel, on peut faire des différentes formes comme ça, ce que vous voyez. Après ça, on le met sécher au soleil pendant 5 jours. Après, on le met l'émail. Ce qui est dans le vert, c'est l'oxyde de cuivre. Ce qui fixe la couleur, c'est la silice et le manganèse. Ce qui est dans ce brillant-là, c'est la farine d'orge sans sel. Et donc, normalement, les pièces quand elles sortent au four, ça va venir très costaud, voilà. Ils sont beaux les dessins, pas vrai Fontane? C'est vrai qu'ils dessinent bien. Ça, c'est le henné. C'est qu'avec on fait le dessin maintenant. Le henné, c'est des feuilles comme ça, vertes, qu'on prend, qu'on cultive beaucoup dans le désert. Et on l'écrase dans une forme crasée avec du moulin traditionnel. Et on le mélange avec un peu de citron et de vinaigre. Et c'est le même henné quand on se fait tatouer? La même. Kiff, c'est kiff. exactement le même. Kiff, kiff. Halpa. Du coup, tout le monde a droit à son petit tatouage. Comme ça? Pas toucher, Elliot, hein. Oui. Après, il faut pas bouger. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je me suis mis partout. Et c'est reparti. Les mains sont moites, le cœur bat vite, mais ce n'est pas dû qu'à la chaleur. Alors là, c'est en route pour la vraie aventure. Voilà, 2 jours de désert, avec les bêtes et tout ce qui va avec. Alors il faut vérifier l'équipement. Essaye, Will. Ça, c'est spécial grenouille. Oh, les dunes. Situé à 40 km de la frontière algérienne, nous arrivons à Mahamid, dernier village avant l'inconnu. Pour vivre cette aventure, nous nous parons comme il se doit de chèches, non pas tant pour leur côté esthétique que pratique. En même temps, ça nous va plutôt bien. Brahim sera notre guide. Viens Fontane avec moi. Elle monte devant, moi je monte là. Je suis encerclée, moi je suis cernée. Moi, j'ai peur, maman. Moi j'ai peur qu'il y en ait un qui me moufle. Yalla. Les vaisseaux du désert. C'est grand les dromadaires, c'est drôlement. Ils ont un nom, ces dromadaires? Oui, ils ont un nom, oui. Celui-là, c'est Barabaz. Ouais, Le vôtre, c'est les amis. les amis. Oui, et l'autre, c'est Zerwal. Zéroal. Exactement. Et ils mordent pas? Non, pas du tout. Il Voilà. veut que les caresses. Voilà, Nous accompagnent également Ali et Ossine, tous deux chameliers. Eux marchent. C'est peut-être parce que ça n'est pas si confortable que ça le dromadaire. Moi, j'essaye la position de jockey pour dromadaire de course. Hi-ha!
Nous avons très vite la sensation d'être seuls au monde. Après une dizaine de kilomètres, bercés par les pas réguliers des dromadaires et comme hypnotisés par la magie du désert, nous arrivons à notre campement sans avoir vu le temps passer. En fait, ça marche vite un dromadaire. On est arrivé là? Ouais, on est arrivé. Voilà le campement. C'est là on va manger, on va faire un feu et tout. On va dormir C'est aussi. bien. Voilà. On va dormir sous la tente ou bien à la belle étoile, comme vous voulez. Ouch! 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 Ça fait un petit peu mal quand même. Ah, c'est normal pour la première fois. Pour la première fois. Mais après une autre journée, ça va habituer. Oui, Ouais. j'en suis sûre. Alors, bienvenue à l'hôtel Mille Étoiles. Il y a un seul restaurant, une cuisine et beaucoup de toilettes. Et aussi beaucoup de voisins. Eh oui, le désert attire les touristes. Sous une tente, Brahim nous a préparé un petit nid douillet. D'origine berbère et nomade, il aime partager avec ses hôtes sa passion du désert. Sur la route, en venant ici, j'ai vu des espèces de barrières. Ça sert à quoi exactement? Ça c'est pour l'arrêt du sable. D'accord. Normalement le désert il avance toujours vers la palmeraie, vers la ville. D'accord, mais ça c'est temporaire, disons, puisque le désert continue d'avancer quand même. Il avance quand même, ouais. Parce qu'avec les tempêtes du sable, le vent qui est très fort et tout ça, il ramène le sable partout. Normalement pour arrêter du sable, il faut les pluies. Et il gagne combien environ par an le désert? À peu près 5 mètres par an de l'avance. Les nomades sont affectés par ça? Dès qu'il y a la végétation pour le ranement et tout ça, ils n'ont aucun problème. Mais le problème maintenant, c'est la sécheresse plus l'avancement du désert qui gagne encore des terrains. Si ça continue comme ça, les années, ils sont obligés de quitter tout le monde le désert. Autour du feu, on ne peut que constater qu'au milieu de rien, il y a tout. Harmonie sans hésiter est le mot-clé de cette douce soirée. La nuit, il faisait quand même très froid. Pour dormir, on était tous à côté, les uns des autres. Il y a le doorbell. Oui. Pour le petit déjeuner, il avait du chocolat et de la vache qui rit. C'était bon. On va se promener où ce matin là? On va traverser les dunes. On va continuer comme ça vers Zagora. Et on va faire combien de kilomètres à peu près? À 10 km. 10 kilomètres. Ouais, à peu près 10 km. Un peu comme hier, quoi. Mais pourquoi vous avez attaché sa jambe? Pour qu'elle s'en va pas. Parce que comme on va le charger maintenant, si on le lâche, il va partir. Et ton sac, on ne peut pas le transporter. À partir de quel âge il commence à travailler? Elle peut travailler à partir de 3 ans. Mais avec des trucs un peu légers, pas très lourds. Il a quel âge le plus jeune dromadaire? Le plus jeune, il a 3 ans et demi. C'est Zerwal, celui-là. Ça veut dire que c'est l'enfant. Un enfant, oui, c'est un enfant des dromadaires. Ouais. Les dromadaires, c'est des garçons ou des filles? Ils sont tous des garçons. Avec les filles, on ne fait pas des travaux difficiles comme ça. Les filles seulement pour qu'ils fassent des bébés. C'est intelligent un dromadaire? Oui, très très intelligent. On peut se rappeler celui qui a fait du mal. Et ce qu'ils disent les nomades, ils disent même une chamelle, une dromadaire, quand elle est enceinte et a bu dans un puits, lorsque le bébé est né, il peut savoir où c'est le puits où sa maman a bu déjà. Oh ben on s'y fait, hein. Deuxième jour, ça va beaucoup mieux. Notre caravane se remet en marche, bercée par la jolie voix du petit Ali. Brahim a plus d'un tour dans sa gandoura et il nous montre un animal que l'on ne s'attendait pas à trouver ici. Ça, c'est une poisson du sable. Il semble à une sardine. La bouche. Je savais pas qu'il y a des poissons dans le désert. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Et avec la chaleur, ça sort. Maintenant, ils sont cachés, mais dès que plus qu'il fait chaud, dans les sables, ça sort.
J'ai un criquet. C'est Brahim qui me l'a donné, mais après j'en ai attrapé plein. C'est ici que nous allons faire notre pause pour le déjeuner. Le calme ambiant joue sur notre tempérament de citadins survoltés. Les rapports humains deviennent simples et on redécouvre la notion de partage. En arrivant, Ali m'a emmené voir comment on faisait du pain dans un four en terre. Il n'y avait pas beaucoup de place. Tu vas essayer de courir un. Alors, comme ça, tu peux le mettre. Comme ça. Voilà. Ah, pardon. Regarde. Tu vois. Voilà. Tu peux le laisser jusqu'à le moment que tu vois qu'il gonfle. Voilà. Et tu vois aussi le feu. Tu cherches un peu du bois, tu le mets. Ah non, il faut justement que tu mettes à côté et avec celle-là tu peux l'entrer parce que c'est chaud comme ça. Ah, hein? Ça voilà. Ça gonfle. Alors comme ça, tu peux le prendre ici le pain, tu vois, et tu mets comme ça. Comme ça tourne. Regarde doucement, chouïa. Ça y est, c'est bon. Il est bien cuit. Voilà, c'est bien. Et c'est accompagné de Chamberbère et de Nawa que nous dégustons un savoureux tagine. Brahim, il servait le thé très haut. Très haut. Ali et Houssine ne parlent pas français. Et pourtant, on se comprend. Le désert n'est pas humain, et c'est ici qu'on découvre l'humanité. Après 2 jours et demi au milieu du sable, l'appréhension du départ a vite laissé la place au plaisir d'avoir partagé cette aventure tous ensemble. On a fait plein de galipettes dans les dunes, c'était super. On a débaroulé, c'était trop drôle. Barabas. Il va me manquer, Camille. C'est les amis, lui. Mais non, il va pas me manquer tant que ça parce que... Moi j'ai des Uber. J'ai pas envie de le quitter. Oh les nomades, ça va? Abdou! Bon retour les nomades. Ça va? Très bien. Oui, C'est très bien. أشقى أصحاب. Vous allez. Cet accueil chaleureux nous donne le courage de laisser derrière nous nos amis du désert. Allez, Allah يعاون. Slama. Et Ali. Au revoir. Au revoir Ali. Moi je serais bien resté avec Ali, Houssine et Brahim. Je les aimais bien. Moi, je les aime trop fort. Une longue route nous attend. Dans la voiture, pour une fois, pas un mot. Tout le monde est un peu fatigué. Trop d'émotions. On a encore la tête dans les étoiles du désert. Après des kilomètres de désert de cailloux où nous traversons une légère tempête de sable, nous arrivons à Merzouga à la nuit tombée. Au réveil, nous découvrons ébahis la vue magnifique des dunes de l'Erg Chebbi. Les couleurs du sable rivalisent de nuances et l'on dit que certaines dunes peuvent atteindre 150 mètres. Nos postérieurs pas encore bien remis. Personne n'est volontaire pour visiter la région sur un dromadaire. Oh, il a un mirage. En tout cas, la palmeraie du Tafilalet n'en est pas un. C'est la plus grande palmeraie du Maroc.
Avec ses milliers de palmiers, la région est connue pour ses dattes. Chaque année, on organise une grande fête au moment de la récolte. On y cultive aussi des céréales et bien souvent, toute la famille participe à la tâche. Ici, on respecte à la lettre certaines règles de la religion musulmane. Les femmes vêtues de noir sont presque entièrement voilées. Seul un œil apparaît. Elles doivent avoir chaud avec ça. À Airfood, nous rencontrons Aziz qui vend des pierres fossilisées trouvées dans la région. C'est un commerce florissant depuis quelques années. Je crois que c'est un couteau. Regardez, un fossile. On dirait un escargot, ça. C'est un escargot. Ça s'appelle ammonite. J'aimerais bien en avoir un. On va voir à l'intérieur. Viens. On est allé voir l'atelier où ils travaillent les pierres. Moi, j'étais super contente, j'adore les fossiles. Ça, c'est la petite machine pour couper les tranches. Pour faire des tables, des petits cendriers, des lavabos. On laisse les animaux dedans pour faire des assiettes. Après on faut la creuser. Ça, c'est la couleur gris. Et ça, la couleur marron. Il y a des orthocères. Et ça, il y en a des orthocères et des ammonites. Wow, c'est beau. Une assiette comme ça coûte environ combien quand c'est fini? Celle-là, ça vaut 200 dirhams. L'équivalent de 20 €. On dirait que c'est posé sous verre. Oui. C'est du marbre. C'est du marbre fossilisé. Et où c'est qu'on trouve les fossiles? Les fossiles, on trouve dans les carrières. Les carrières, ils sont loin d'ici à 20 km d'ici. Moi, je me suis fait des amis. À bientôt, Inch'Allah. Encore une fois, nous traversons une nouvelle province parsemée de villages berbères et de palmeraies pour nous rendre dans les gorges du Todra. Cette faille massive dont les parois peuvent atteindre 300 mètres est un régal pour les amateurs d'escalade. Avec Will, on est monté pour voir les grottes. Mais c'était pas très propre à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est un vrai décor de cinéma. Il paraît même que des scènes de Laurence d'Arabie ont été tournées ici. Derrière ces murailles de pierre surgit la magnifique palmeraie de la ville de Tinehrir. L'hôtel où nous devons poser les valises est une ancienne casbah construite en 1944 pour le cheikh local. Dans ce lieu protégé des bruits de la ville, chacun apprécie ce moment de détente. Chouette, une piscine. Et c'est au son du muezzin que nous savourons un repos bien mérité. Tôt le matin, la palmeraie est en ébullition. Chacun s'affaire dans les champs. Le taux d'illettrisme est très élevé dans les campagnes et il est difficile d'engager la conversation car peu de gens parlent le français. Bien que la plupart des gens ici soient berbères, la langue officielle du pays est l'arabe. Tout récemment, le gouvernement a mis en place des écoles pilotes où l'on enseigne le berbère au même titre que l'arabe et le français. Mais comment les enfants font-ils pour assimiler 3 langues à la fois ? Pour mieux comprendre, nous allons visiter une école. Allez, on rentre. Très gentiment, Elliot, Fontane et Valentin sont invités à un cours de français. Allez-y. Voilà. Alors, regardez le tableau. Qu'est-ce que c'est? C'est un accident. C'est un accident. Qui a un accident? C'est Nabil. C'est Nabil. Alors, attention, Nabil est blessé. Que fait le chauffeur de l'ambulance? Il emmène Nabil à l'hôpital. Où est Nabil?
Nabil, il parle l'hôpital. Nabil, il parle l'hôpital. Nabil, il parle l'hôpital. Voilà, oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé. C'est bien, c'est bien. Parce qu'il est blessé, parce qu'il a un accident. Un accident. Pauvre Nabil, quel accident? Oui? Oui. 2. Si. Pas tous à la fois. Oui, vu qu'il y a des cheveux on met Nabil à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Pauvre Nabil, quel accident. Voilà, voilà. Nous, on voit la difficulté qu'ont les enfants en première année, ce qu'on appelle nous le cours préparatoire, à faire l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, une seule langue, le français. Pour vous, pour vos enfants, c'est drôlement compliqué, là. Au départ, c'est difficile, mais après, ça vient après. Tout à l'heure, j'ai fait la leçon d'expression orale. Et bon, je laisse passer quelquefois avec des fautes phonétiques. Je peux les corriger, mais une fois. Mais une fois qu'on voit que c'est incorrigible, bon, on les laisse. Hein. Sinon, on va passer du temps à corriger un petit mot et ce n'est pas la séance d'un petit mot, hein, c'est la séance d'un ensemble. Oui, complètement. L'ambulance, c'est difficile à prononcer. Hein. Ambulance? Oui, c'est difficile. L'ambulance, mais ils n'ont pas l'habitude de prononcer ça. Bon, ils prononcent l'ambulance. Parce que c'est un peu en berbère, hein. C'est le langage de la famille, c'est le langage de la rue. Mais on le laisse, avec le temps, ça s'apprend. Et l'apprentissage du berbère se fait avec les signes? Comme des signes. Comme des signes. Comme des signes. Mais comme des signes par rapport à vous. Oui, bien sûr. Par rapport à moi, ce sont des lettres. Dans le même sens que l'arabe? Comme le français. C'est comme le français. De gauche à droite. De gauche à droite. Oui. Mais c'est un peu compliqué, hein. C'est compliqué. Mais on vient de commencer cette année. Oui. Et ce n'est pas à l'échelle nationale. Dans la mesure que d'ici 2 ans, par exemple, ça sera dans toutes les écoles. Voilà. D'accord. Ça fait comme une école pilote, quoi. Une école pilote, voilà. D'accord. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde participait pendant le cours. C'était très animé. Pour une fois, les enfants ont adoré l'école. Et ils vont nous le prouver tout au long du parcours. Nabil est à l'hôpital. Il a fait un accident. Mais quel accident? Nabil est blessé. On l'a emmené à l'hôpital. Nous sommes dans la vallée du Dadès, sur la route des 1000 Casbahs. Ce n'est qu'une succession de ksours, au milieu de cultures et de petits vergers. C'est splendide. Les constructions en pisé prennent la teinte des roches qui les entourent. Soudain, une vision qui dépasse l'imagination. C'est Aït Ben Hadou. Aït signifie communauté. Pourtant, les habitants semblent avoir déserté les lieux car aujourd'hui, seulement 3 familles vivent ici. J'avais de la chance, ce petit garçon, d'avoir un âne. Elle est belle, hein? Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Ksar est un dédale de ruelles entre de hauts murs que surplombent de belles tours crénelées. Avec toutes ces pièces à découvrir, les enfants laissent libre cours à leur imaginaire. Nous voici donc dans le labyrinthe du château de terre. On vient prendre ta fessée, Elliot. Un peu dur, la literie. Eh oh! Bonjour les messieurs, mesdames. Bonjour les messieurs, mesdames. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une baratte pour faire le beurre. Pour faire le beurre. Oui. Et comment ça marche? Eh bien, il suffit de mettre du lait dans le trou et après il faut tourner. Il fait comme ça. À la main. Ah, d'accord. Et ça met longtemps pour faire du beurre? 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend. C'est quoi exactement ça? Ça, c'est des serrures en bois. Pour bloquer les portes avant, on fait comme ça, c'est bloqué. Et avec la clé, on peut la rentrer et on fait monter les petits dents qui descendent ici et on tire. D'accord. Après, on lève la clé. Ok, va. Oui.
Il faut arriver à le retrouver. Oui. Hop, quantité. Les charmes du Maroc sont inépuisables. Nous allons maintenant respirer le bon air du Haut-Atlas. Nous allons passer à 2260 mètres au col Tizi N'Chika, la plus haute route du Maroc. C'est Tizi N'Chika. Oui, Abdou, j'ai pas l'accent, je sais. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché pour parcourir cette route tout en tortillon. Heureusement, le paysage a de quoi nous distraire. La neige derrière les arbres. La neige. Nous arrivons à Marrakech, surnommée la Perle du Sud. On avait perdu l'habitude d'une telle agitation, mais Abdou, qui est né ici, ne se laisse pas impressionner. C'est la Médina, ça c'est le muraille de la Médina de Marrakech. Et c'est la ville de Marrakech, la petite ville qui est très difficile à conduire parce qu'il y a beaucoup de bicyclettes, il y a beaucoup de mobilettes. Regardez ce monsieur là, il va prendre son matelas. On s'arrête ici parce que le riad il était dans cet endroit. Il nous faudra donc continuer à pied pour atteindre notre riad, où une petite réception nous attend. Que c'est beau! Ça ressemblait à un palais. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que ces anciennes casbahs ont été aménagées en maisons d'hôtes. Pourtant situés en plein cœur de la Médina, nous passons une nuit dans un calme absolu. Bonjour Aziza. De bon matin, nous faisons la connaissance de monsieur Abdelatif, l'heureux propriétaire des lieux. Bonjour, je vous en prie. Et alors, comment vous avez trouvé le riad? Magnifique. Dans chaque coin, il y a une histoire apparemment. Malheureusement, on ne connaît pas vraiment l'histoire, mais c'est sûr que ce riad, par rapport à ce qui existe encore dans la Médina, par rapport à des monuments historiques connus de l'époque, c'est tout à fait un riad du XVIIe siècle. C'est la facture XVIIe. Absolument. D'abord, il y a l'architecture, il y a les proportions, il y a aussi l'histoire et l'âme. Il y a une âme dans ces lieux. On sent la vie des gens qui ont vécu dans ces lieux-là. Donc nous sommes sur la terrasse. Oui, tout à fait. Traditionnellement, c'était des lieux spécialement pour les femmes, pour prendre un peu de soleil, pour mettre le linge. Donc, ce n'était pas une tradition d'aménager les terrasses comme aujourd'hui. C'est une Médina très ancienne, c'est une vraie labyrinthe. Personne ne pensait qu'on pourra faire venir des touristes pour séjourner dans ces lieux fabuleux. Au revoir Aziza. Au revoir. Allez le troupeau. Pour une première approche de la ville, nous aurions aimé être accompagnés d'Abdou par exemple, puisqu'il vit ici. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Une brigade touristique très efficace a été mise en place pour éviter d'être harcelés et seuls des guides assermentés comme Abdel Mounaim peuvent exercer. Les enfants essayons de faire attention aux motocyclettes ou bicyclettes. Parce que c'est le moyen de transport par excellence ici. Il n'y a pas de voiture. Combien d'habitants y a-t-il dans la Médina de Marrakech? À Marrakech, en tout, il doit y avoir maintenant plus d'1 million d'habitants, presque 1,5 million. Et dans la Médina, presque la moitié, si ce n'est pas un petit peu plus de la moitié. Hein? Et c'est ce qui cause un petit peu ce trafic. Et, vous savez, lorsqu'on est à Marrakech, on dit que toujours, dans la Médina de Marrakech, qu'on est dans un endroit où il y a un désordre ordonné. Les gens, comme des enfants familières. Les gens, ils ont l'habitude de vivre comme ça. C'est une Médina qui vit à partir de certaines heures, très tôt le matin, jusqu'à très tard le soir, surtout l'été. L'été, le soir, ça reste animé jusqu'à minuit, jusqu'à 1h. À l'intérieur de la Médina,
le souk de Marrakech expose toute la richesse de l'artisanat marocain. Mais attention au prix, et il faut tout marchander, c'est la règle. C'est moi, charcot gratuit là. Ça veut dire que tu nous donnes de l'argent pour comprendre des trucs? Ouais, les tailleurs ils sont pleins avec des billets de 2 €. Donc on peut tout prendre? On trouve de tout dans ce souk, le pire comme le meilleur. Bref, il y en a pour tous les goûts. Cri des berbères. La moitié maintenant et le reste tout de suite. exactement. Offre valable toute la vie. C'est presque gratuit. Au souk des teinturiers, on travaille avec des couleurs naturelles. Le safran pour obtenir le jaune, l'indigo pour le bleu ou le coquelicot pour le rouge. Comment t'appelles? C'est maintenant Aïcha, viens. Regarde, Regarde. ça c'est bien. On va filmer là-bas. Regarde, c'est pour moi. Regarde. Voilà, Aïcha Berber. Un petit tour de calèche juste pour le plaisir, spécialement pour les enfants, mais nous, on peut aussi en profiter. Les calèches, il y en a plus de 300. Et ça fonctionne pas qu'avec les touristes, ça fonctionne aussi avec les Marocains? Ça fonctionne avec les Marocains, mais c'est un petit peu trop cher pour les Marocains. 90 dirhams l'heure, c'est un peu trop cher pour un Marocain. 5 à 10 dirhams la course. C'est sûr que les petits taxis, c'est plus économique. C'était bien la calèche, ça m'a reposé les jambes. En plus, il faisait drôlement chaud. Là, nous sommes en train d'aller dans un endroit qui s'appelle les jardins de la Ménara. Les Marrakechis aiment appeler ça jardin de la Ménara. Au milieu, il y a un grand bassin plein d'eau. L'eau qui est amenée des montagnes. C'est-à-dire que Marrakech ne manque pas d'eau, à la différence de ce qu'on peut croire. On vous dit que Marrakech c'est la capitale du sud et tout. Il semble que c'est aride, alors que c'est la ville peut-être la plus verdoyante du Maroc. Les jardins de la Ménara servaient autrefois au rendez-vous galant des sultans. La tradition est restée et nombreux sont les amoureux qui viennent se promener le long de son bassin. À la tombée du jour, la légendaire place Djemma Efna offre le spectacle hallucinant d'une journée comme une autre. Le monsieur, il m'a mis un serpent autour du cou. Moi, je croyais qu'il était mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Il m'a tiré la langue. Embrasser un serpent, il paraît que ça donne la baraka. On rencontre aussi une foule de conteurs, d'écrivains publics se cachant sous leur parapluie, de diseurs de bonne aventure, de guérisseurs et de gnawa avec leur musique hypnotisante. Et leur chapeau magique. On peut même manger sur place et cette animation va durer jusqu'au bout de la nuit. Dès l'aube, l'activité bat son plein. On a l'impression que la ville ne s'arrête jamais. Pour sortir de la Médina, le seul moyen pour transporter tous nos bagages, c'est d'utiliser des petites charrettes. C'est bien pratique. Abdou, toujours présent, nous attend pour notre dernier périple. Pour rejoindre la côte, cette fois-ci, pas de virage. La route est une longue ligne droite. En traversant ce drôle d'endroit, nous décidons d'un commun accord de le rebaptiser Village Peugeot. Nous empruntons une piste qui longe l'océan. Notre hôtel, situé sur les hauteurs, offre une vue magnifique sur la côte sauvage. Le temps de déposer les valises et nous repartons. La bien dessinée, c'est ce que veut dire Essaouira. Passé les portes de la ville, la Médina surprend. Le bleu et le blanc dominent. Ici, adieu pollution et bruit de moteur, les seuls véhicules autorisés sont les vélos et les petites charrettes. La Médina, c'est un tourbillon de senteurs et d'épices colorées. C'est aussi des produits miracles, non?
évocateur. Ça ou bien le thé? Non, moi je cherche un produit pour les petits ébulons, genre Elliot qui court partout toute la journée. Non mais laisse-le, il est gentil, laisse-le, il est gentil. Ah, il n'y a pas de plante pour lui, magique. y a rien, il est bien comme ça, il est bien comme ça. Oh d'accord. Laisse-le courir. Fais ce que tu veux chez moi, ça me dérange pas. Tu veux alors ce henné? Ouais. Oui, mais le henné pour tatouer. Tatouer. Ouais. Alors, c'était pour qui? C'était pour toi? Je te donne. Choukran. La choukran à la Wadi. Des Sahara. Essaouira est un carrefour bouillonnant de l'art contemporain marocain. Cette ville fascine et inspire de nombreux artistes comme Chérif, peintre humaniste aux allures de Méphisto. C'est toi qui fais ce beau travail là. C'est de la peau de chèvre. C'est sur bois. Oui, c'est sur la peau de chèvre avec des pigments naturels, avec des encres comme l'encre de sépia, l'encre de Chine, des encres comme ça vert de calligraphie arabe. Et cette création, c'est entre les signes berbères et les signes du Gnawa. C'est les petits personnages, c'est la danse. Et c'est la transe en même temps, c'est l'homme et la femme. Donc tous ces petits personnages, c'est toujours un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est normal. Parce que l'homme, il a besoin de la femme et la femme, il a besoin de l'homme. C'est exact. Et chaque signe, c'est la vie, l'amour, la liberté, le bonheur, l'espoir, la paix, le respect. Et comme ça, c'est mon message pour le monde. C'est toujours la paix et l'amour. Au terme de ce voyage, nous garderons dans nos cœurs le souvenir ému de ces rencontres belles et sincères, exacerbées par la magie des paysages. Le Maroc, c'est trop beau. Mais ce que je préfère, c'est le désert. Moi, je les ai trouvés très gentils, les Marocains, parce qu'ils nous donnaient des bonbons. Vous pourrez ramener un dromadaire? Allez, on va.